Donc, bonjour et bienvenue au cas de gestion de crise. Pouvez-vous me confirmer la lettre de votre équipe? G. Parfait. Préférez-vous les règlements français ou en anglais? En français. Donc, pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire la présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité de points sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin des 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre aux questions, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de cartons et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous priez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. Je m'appelle Émilie Filmur, je suis conseillère en ressources humaines pour Desjardins. Olivier Racine, partenaire d'affaires, ressources humaines pour Solatel. Et Christophe Oulifort, professeur à l'Université Laval, spécialisé en gestion de crise. Bon matin, mesdames et messieurs du jury. Je vous présente mes collègues Olivier et Vanessa et moi-même José. Donc, nous avons reçu le mandat de la protection civile pour l'incendie au port de Saguenay. Donc, nous allons parler de notre mandat, de l'état de la situation, du plan d'action et de l'échéancier. Donc, notre mandat, c'est mettre en place une équipe de travail pour répondre le plus rapidement possible aux habitants de la ville pour les sinistrés touchés par l'incendie majeur qui s'est produit dans le port suite à l'explosion d'un bateau avec des produits pétroliers. Tel que mentionné par ma collègue, un navire de la CAM est parti de Halifax pour aller au port de Saguenay et transporter avec lui 80 000 tonnes de marchandises pétrolières et chimiques. À Halifax, au port de celui-ci, un premier incendie a été causé par un problème électrique. Ce problème électrique-là a été déterminé suite à une vérification par la GRC et les pompiers. Ils ont également déterminé qu'il était correct que le navire pouvait poursuivre leur chemin jusqu'au port de Saguenay. Ainsi, le capitaine a décidé de poursuivre son itinéraire. Toutefois, le 16 novembre, à 1h16 du matin, un deuxième incendie s'est déclenché au port de Saguenay suite à un problème électrique. L'arrondissement de Saguenay et le port de celui-ci se retrouvent ainsi sous les flammes. Vous retrouvez ici un schéma avec les parties prenantes importantes concernées par l'incendie de la baie. Tout d'abord, nous avons la CAM. C'est un navire de la CAM qui a éclaté, en quelque sorte, et qui a causé les dommages sur le port de Saguenay, sur le port de la baie, je m'excuse, et l'arrondissement de Saguenay. Les employés de ceux-ci ont été touchés. Il y a eu des victimes et des décédés, malheureusement. Et vu qu'il s'agit d'un accident de travail, la CNSST est impliquée directement par cet accident-là, car un inspecteur de la CNSST va devoir se rendre sur place pour évaluer les dommages. Ensuite, nous avons les médias. Les médias sont une partie prenante importante, car c'est eux, malheureusement, c'est eux qui vont diffuser toutes les informations reliées à la crise actuelle. Ensuite, on a la GRC qui est impliquée, car ces derniers ils ont procédé à la vérification du premier incendie et ils ont déterminé que les réparations pouvaient attendre. Nous avons aussi la ville de Saguenay. C'est la ville qui a été touchée par l'incident. On a les services d'urgence qui ont été déployés. Ici, je parle des services pompiers, incendie, ambulance, les policiers. La population a été touchée aussi parce que, oui, il y a eu des morts, mais il y a aussi des victimes. Et on a aussi le maire de Saguenay qui va devoir répondre le plus rapidement possible à la situation actuelle. Donc, l'incendie de Saguenay met en vedette la sécurité publique du Québec. Bien sûr, nous avons celle-ci en premier lieu. Nous avons aussi le chef du cabinet du premier ministre, le maire de Saguenay,
Tout d'abord, ces deux parties prenantes-là, le maire de Saguenay va devoir communiquer directement avec le chef de cabinet afin d'établir un lien le plus rapidement possible. C'est un événement qui est majeur. Ça nous rappelle Mégantic. Donc, on est vraiment dans une phase où est-ce que c'est critique. On doit établir une zone de risque aussi. On va avoir le Bureau de la sécurité du Canada. C'est un bateau, donc ça fait partie du gouvernement du Canada. Le Bureau de la sécurité, lui, il va être là pour... Il promouvoit la sécurité, mais il fait aussi enquête. Donc, vu qu'il y a eu explosion, c'est un bateau. Il doit avoir enquête. Eux doivent être contactés le plus rapidement possible. Ainsi que le ministère de l'Environnement. On a un déversement. Et on a aussi, qui dit feu, flamme, dit aussi qualité de l'air aux maisons environnantes, maisons aussi commerce. On a un hôtel qui est à quelques pas. Aussi, on a la Croix-Rouge et l'Armée canadienne. On est proche de Bagotville, donc l'Armée canadienne est quand même assez proche. On pourra avoir vraiment un déploiement rapide, avec tout en coordination avec la Croix-Rouge qui sont aussi spécialisés dans les sinistres et Transport Canada. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est une question qui nous a été posée. La seule chose, c'est que je vais y aller avec la prévention, qui est un terme vraiment plus approprié parce que ce qu'il aurait dû faire, c'est du passé, maintenant on va dans le futur. Donc, ce qu'il aurait dû faire, du côté de la CAM, donc de l'entreprise, c'est sûr qu'il aurait dû rester en fait à Halifax. Pourquoi rester à Halifax malgré l'intervention de la GRC et des pompiers qui disaient que c'était correct? Simplement par prévention. Une entreprise qui, de nos jours, doit être éco-responsable et juste rester, en fait, d'attendre une équipe vraiment d'experts pour expliquer les dommages réels qui sont liés à ça. Il aurait probablement vu qu'ils auraient dû rester sur place. C'est sûr que, si on y va vraiment à long terme, d'aviser Transport Canada que leurs lois sont plus à jour. C'est des lois qui datent de 1992, pardon. Donc, c'est des lois qui sont vraiment dépassées, des navires qui sont plus récents, qui ont des systèmes plus compliqués, où les lois sont pas, les normes ne sont pas non plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Donc, de leur côté, c'est vraiment de rester à Halifax et de prévenir Transport Canada. Pour ce qui est du Bureau de la sécurité publique, des Transports du Canada, pardon, c'est vraiment aussi de se poser, de demander une révision des lois et d'établir des procédures en cas d'urgence. En ce moment, elles n'en ont pas. Il n'y a pas de procédure en cas d'incendie, ce qui est vraiment quelque chose, en fait, qu'ils devraient avoir. C'est la base, leur mission étant d'assurer la sécurité sur les transports. En cas d'incendie comme ça, juste simplement d'avoir un plan d'urgence à disponibilité de tous et de toutes les entreprises qui font affaire au Canada, ça serait une base. On serait en train de développer ce plan-là. Le ministère de l'Environnement. Là, de leur côté, c'est vraiment tout ce qui touche l'environnement, les écosystèmes et tout ça. C'est aussi des dates, c'est aussi des lois qui datent et des normes qui datent. Donc, ça va vraiment être de venir mettre de l'emphase sur le développement durable et sur tout ce qui est du futur de l'environnement dans la section au Canada. Donc, Transport Canada maintenant, ça va être simplement de mettre à jour les lois. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre à jour, s'informer davantage et d'aller de l'avant pour évaluer si les autres le font pas pour eux-mêmes, ce qu'ils auraient dû avoir comme normes. Puis, la ville de Saguenay, c'est sûr qu'ils n'ont pas une grosse part de responsabilité à l'intérieur de cet incident. Par contre, le dossier des transports de matières dangereuses était sur leur bureau. Ils l'ont juste reporté à tout le temps, pensant que l'impensable n'allait pas arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Ce qu'ils auraient dû faire, bien que les citoyens ne sont pas concernés auparavant par le sujet, c'était d'en prendre compte quand même. C'est un dossier qui aurait valu la peine d'être mis en avant. Le plan d'action. Donc, on a un plan d'action en 4 phases, puis un plan de communication distinct va venir rejoindre nos 4 phases. Donc, là, phase 1, c'est l'établissement d'une cellule de crise. C'est la base, c'est le début. De là, on va pouvoir rediriger les sinistrés, établir les besoins des sinistrés, parce que par la suite, les sinistrés vont devoir être, ceux où leur maison, en fait, sont détruites, vont devoir être logés pendant un certain moment, jusqu'à le temps que la reconstruction ait lieu. La mise en place d'un service psychologique, j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir toucher autant les employés, les intervenants, que les citoyens. Donc la phase 1, l'établissement de la cellule de crise. C'est la première chose qui est en place. Donc ça va vraiment d'appeler toutes les parties prenantes mentionnées précédemment, principalement ce qui est comme le Premier ministre du Québec, le Premier ministre du Québec et les autres parties
qui vont être dans la cellule. Les personnes de la cellule de crise, avec, excusez-moi, il va y avoir ça, le Premier ministre du Québec, il va y avoir aussi le maire de la ville, il va y avoir un coordonnateur avec de la Croix-Rouge et probablement de l'Armée canadienne. Il va y avoir aussi d'autres membres qui vont être là par vidéoconférence. Comme le premier chef du cabinet du Premier ministre du Canada, pour qu'il soit informé en tout temps, ça va être bien d'avoir une communication avec lui dans la salle de crise. Par contre, le faire déplacer pour ça, on ne peut pas l'obliger non plus, évidemment. Donc, l'appel téléphonique, en premier lieu, pour rassembler tout le monde le plus rapidement possible. Dès lors, pour les transports, ça va être une communication en tout temps, soit par vidéoconférence, soit par appel groupé. Une fois les parties prenantes rassemblées sur la zone, ça va être aussi de là la vidéoconférence avec les autres parties prenantes qui ne pouvaient pas être là. Et la communication avec la Croix-Rouge de l'Armée canadienne, c'est vraiment de faire le pont le plus rapidement possible avec ces organismes-là pour qu'il y ait des sinistrés. Il va y avoir tout le temps aussi un représentant, évidemment, dans la cellule de crise. La direction des sinistrés. Donc, c'est vraiment c'est pour bouger les citoyens de la zone touchée, comme vous voyez en annexe du cas. Donc, cette zone-là est touchée, il faut les éloigner le plus possible de là. Ça va être vraiment d'établir des camps dans des endroits stratégiques de la ville, loin des zones pouvant être touchées ou qui peuvent s'agrandir. Ça va être aussi d'aller aider tout le monde qui est en situation grave, avec les services publics comme les policiers et l'ambulancier qui vont devoir vraiment faire un travail intense dans les jours à venir et dans les heures à venir principalement. Puis, d'établir les besoins des sinistrés. Tout dépendant des sinistrés, il y a différents besoins à établir. Si quelqu'un, sa maison est correcte, mais en fait, on veut juste une mesure de prévention, on n'a pas à penser à un logement par la suite. Par contre, si la personne n'a plus de maison parce que sa maison a passé au feu dû à l'incendie, il faut penser à un hôtel. Et d'où là vient la troisième phase, qui est reprendre aux besoins des sinistrés. Donc, on va fonctionner par une campagne de financement, comme la Croix-Rouge en fait à chaque fois, bien évidemment. Mais ça va être aussi d'amener un mouvement d'entraide de la population. Le mouvement d'entraide de la population va servir à amener que ce soit des couverts, de la nourriture, que ce soit des vêtements aux personnes qui vont avoir perdu leur logement dans les camps. Puis, à long terme, en fait, pour les personnes qui n'ont plus de maison, ça va être de trouver des hôtels et des motels ou des endroits comme des auberges dans les environs de la baie pour les mois à venir pour les personnes sinistrées. Et voilà, maintenant je vais passer la parole à ma collègue pour la phase 4. Dans la phase 4, nous avons pensé établir un service psychologique et un service d'aide pour non seulement les intervenants de première ligne qui ont répondu à l'incendie, mais également pour la population ciblée. Pour ce faire, on va offrir un service en ligne, un service sur des plateformes en ligne, mais également des lignes téléphoniques et sur le terrain également. Parce que dans les camps de réfugiés, en fait, de sinistrés, je m'excuse encore. Pour les sinistrés, on va mettre un psychologue sur place pour pouvoir les aider sur le coup. Il est vraiment important dans cette phase de porter une attention particulière aux intervenants de première ligne, car ces derniers ils sont allés directement sur le terrain pour aider la population. Parfois, souvent même, il s'agit des intervenants de la même ville qui vont aider leur propre population. Donc, ça pourrait créer éventuellement un syndrome de post-traumatique, je m'excuse, où il y a encore même des crises d'anxiété. Et même, ça peut créer beaucoup d'anxiété reliée à ça. Donc, moi, je vous suggérerais de faire un suivi avec les employés dans la semaine qui suit pour établir comment ils se sentent vis-à-vis les actions qui ont été prises, mais également un suivi dans le mois qui suit et même dans les 6 mois qui suivent, car le PTSD, c'est un syndrome qui peut se développer aussi à long terme. Dans la semaine qui suit, ça se peut qu'ils ne ressentent pas encore le choc, mais qu'éventuellement, ils vont le ressentir. Puis aussi, durant cette évaluation-là, avec eux, on pourrait également déterminer les points qui ont éprouvé plus de difficultés, les volets d'urgence qui ont eu de plus de difficultés, pour ensuite faire des formations ciblées aussi, ou les diriger vers des formations. Pour la ligne de communication, on vous suggère, lors de l'intervention, de faire une ligne de communication entre les intervenants principaux, c'est-à-dire les services incendie, la Croix-Rouge, mais également le ministère de la Sécurité. Je vous suggère, par exemple, d'avoir un Skype de ouvert, où tous ces acteurs-là pourraient
rentrer en communication ensemble pour pouvoir avoir des informations à jour. Ensuite, on voudrait aussi suggérer de la communication avec les citoyens, car ceux-ci sont touchés, ils veulent être informés, ils veulent savoir les actions qui sont prises, les actions qui vont être prises également. Puis, ils veulent aussi connaître les services qui leur sont attribués. Pour ce faire, on va faire une ligne téléphonique, comme je l'ai dit précédemment. On va offrir un service en ligne et des services avec les applications comme Twitter, Facebook. On va également faire un communiqué de presse dans les heures qui suivent pour pouvoir informer le plus de médias possible, la télévision, la radio et les réseaux sociaux encore, toujours dans le but d'informer la population le plus rapidement possible de ce qui se passe, mais également de les mettre à jour à chaque 30 minutes, on va dire, pour les 6 premières heures. Et après les 6 premières heures, on va aller à chaque heure ou à chaque fois qu'il y a un nouveau développement. Ensuite, pour les conférences de presse, dans les conférences de presse, on va avoir le ministre de l'Environnement, mais également le Premier ministre du Québec et le maire de la ville de Saguenay. Puis nous vous suggérons, en plus de faire la conférence de presse habituelle avec la télévision et les journaux, de le faire également par Facebook Live. Comme ça, il va y avoir le plus de monde qui pourrait l'écouter, mais également le réécouter s'il y a de quoi, ou si on manquait une information X. Donc, le chantier. On sait que l'incendie a débuté à 1h16. Donc, on constate que les pompiers sont contactés dans les minutes qui suivent. Maintenant, le directeur des services incendie a contacté le maire, vu l'ampleur du sinistre, et lui, le maire, a contacté le chef du cabinet du premier ministre du Québec parce que Saguenay est en feu. Donc, établissement de la cellule de crise par téléphone avec tous ces partenaires-là à 1h45, communication de presse envoyée par la sécurité publique à 2h du matin pour être sûr que tous les médias, aussitôt que la télé va ouvrir, mais là, on a aussi les médias en continu, LCN, RDI et compagnie, vont pouvoir émettre l'information aux citoyens. Donc, 3 heures du matin, établissement de la crise sur place. Les gens arrivent. On commence à coordonner cette crise-là. Et installation dans un endroit à l'hôtel de ville. Arrivée à 5 heures du matin, arrivée de l'armée canadienne et de la Croix-Rouge, coordination des équipes d'intervenants d'urgence sur place. On est sur le terrain, on veut amener les gens en sécurité. Et on va faire un autre communiqué de presse pour dire où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu as fait. On veut rassurer la population, on veut aussi être en pratique avec celle-ci. C'est quand même c'est une grande ville, mais c'est aussi un petit village dans le sens où est-ce que les gens se connaissent beaucoup là-bas. 7 heures établissement et redirection des premiers sinistrés. On a l'arrivée de la Croix-Rouge, on a l'armée canadienne qui est là, les deux vont se coordonner. On a déjà établi un camp, on va aller chercher les sinistrés, on va rediriger ceux qui avaient déjà été amenés ailleurs pour les protéger lors de l'incendie. Et à ce moment-là, on met en place l'équipe de psychologues sur place avec les sinistrés. On sait que les gens ont dû quitter très, très rapidement leur maison et leur foyer, en fait. Et là, on est là pour les prendre en charge. C'est là que le CI3S est mis en place. Ce qui n'a pas été dit aussi auparavant, c'est que les hôpitaux de la région de Saguenay ont aussi été contactés pour qu'ils puissent avoir du personnel afin de pallier à l'arrivée massive de sinistrés et de blessés graves. Donc, 7h30, une conférence de presse en compagnie du maire, de la sécurité publique, premier ministre ou son chef de cabinet, si M. le premier ministre n'est pas là, pour rassurer la population, faire un état de fait, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, ça va être quoi dans les prochaines heures. Également, de maintenir qu'on est en contrôle de la situation, que tout le monde travaille fort pour qu'il y ait de moins de morts possible, si c'est possible, mais aussi que ce soit circonscrit le plus rapidement possible. Maintenant, 8 heures, on sait que là, il y a des maisons qui ont été complètement ravagées. On est en lien avec nos partenaires du terrain. On va aller chercher les hébergistes, les hôtels, motels, tous ceux qui sont aux alentours pour essayer d'avoir nos sinistrés qui ont une maison pour essayer de les remettre dans un endroit où est-ce qu'ils peuvent être en sécurité. Donc, par la suite,
Évaluation du dégât par le ministère de l'Environnement avec les équipes qui ont été amenées sur place, contacter les services municipaux, vérification de l'air, de l'eau, être sûr que tout est correct pour les citoyens, contacter les entreprises spécialistes en décontamination, procéder à celle-ci et l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada. La conclusion, bien, on établit une cellule de crise, direction et redirection des sinistrés vers les camps, établissement des besoins des sinistrés, établissement d'un service psychologique pour eux, ligne de communication et en même temps l'attente de l'enquête sur CAM. Merci beaucoup, le terminé. On est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci. Pouvez-vous nous dire qui fait partie de la cellule de crise? Certainement, qui fait partie de la cellule de crise. On parle ici de la sécurité publique, on parle du directeur service incendie, c'est quelqu'un de première ligne, directeur de police. On va aussi avoir C83S, quelqu'un qui va venir pour coordonner les services de psychologie, mais aussi les hôpitaux blessés. Donc, ça va être pas mal eux. Il va bien sûr aussi avoir, si je peux me permettre de Parfait, rajouter, le premier ministre et le maire de la ville de Saguenay qui vont être présents. Vous avez parlé, en fait, dans votre plan d'action de mettre en place tout de suite le départ ou un service d'aide psychologique de répondre aux besoins des sinistrés, la direction de ces sinistrés-là, mais qu'est-ce qui se passe avec l'incendie pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe avec le centre-ville qui brûle? C'est sûr que la majorité des experts, tels que les pompiers et les services spécialisés dans ce domaine-là, vont être en mesure de répondre aux besoins. Nous, ici, on s'est principalement concentré en fait, sur ce qui est un petit peu le côté RH de la chose, mais bien évidemment aussi de la population en soi. Le côté du feu, on va laisser ça aux experts qui s'y connaissent dans ce domaine-là. Qui sont les experts qui coordonnent ça, le travail? Je peux compléter. La Ville de Saguenay a fait appel aux villes environnantes pour avoir de l'aide et travaille en collaboration avec différents partenaires aux alentours de cette ville-là aussi. On a pensé aux avions-citernes. Donc, c'est quand même proche de l'eau. On est capable d'aller chercher de l'eau, on est capable d'aller éteindre l'incendie. Mais encore là, on parle de pétrole. On n'est pas expert en pétrole, donc les services incendies sont vraiment les mieux placés pour savoir quoi mettre, quoi faire pour éteindre cet incendie-là, parce que souvent les incendies n'ont pas besoin de la même chose pour éteindre. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la mousse, ça peut être d'autres produits chimiques. Donc, c'est le service incendie qui coordonne. Exactement, c'est ça. Avec l'armée canadienne, bien sûr. En matière de communication, vous nous recommandez d'y aller en 2 temps. 2 heures du matin d'envoyer un communiqué de presse, si je comprends bien, et à 7h, 7h30 du matin de tenir une conférence de presse. Est-ce que vous pourriez nous suggérer quels seraient les messages clés que nous, ministère de la Sécurité publique, devrions faire passer dans ce communiqué de presse et dans cette conférence de presse? Je comprends bien, on la tient avec d'autres, mais quelle est la position que nous devons adopter dans cette communication? Je suggérais dans le communiqué de presse à 2 heures d'informer la population en général que des actions ont été prises suite à l'incendie, que la Croix-Rouge, l'armée canadienne est en direction pour établir des camps pour les sinistrés. Et on va vous donner des informations éventuellement suite à la conférence de presse. Comme ça va nous laisser un lousse de quelques heures justement pour avoir le plus d'informations possible sur l'incident et pour pouvoir encore plus rassurer la population à 7 heures du matin. Est-ce que dans ces moments de communication, nous devons également lancer un ordre d'évacuation? Non, je ne pense pas qu'on aurait lancé un ordre d'évaluation. D'évacuation, d'accord. L'ordre d'évacuation, j'imagine que la Croix-Rouge et l'armée canadienne vont déjà commencer avec le feu qui est sorti. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci.
chef